Du coup, je m'appelle Jimmy, je suis votre responsable matière pour les biostats et les médicaments. Et je suis aussi en troisième année de médecine. Alors, comment- Alors, on va revenir sur ce chapitre puisqu'il y avait eu des questions. Donc, surtout sur l'effet inductif et sur l'effet mésomère. Donc, qu'est-ce qu'un effet inductif? Un effet inductif, c'est un effet de polarisation des liaisons sigma causé par une différence d'électronégativité entre les deux. Donc, ça se propage le long d'une chaîne carbonée, mais ça s'atténue avec la distance. Donc, par exemple, les atomes très électronégatifs, comme le fluide, ont un effet moins I, tandis que les atomes qui ont un plus I sont par exemple le CH3, OH, ce genre de qui vont repousser les électrons. Pour l'effet mésomère, c'est la délocalisation des électrons pi, pardon, ou des doublés non liants dans un système conjugué, propage sur plusieurs atomes, et ça permet de stabiliser certaines structures, pareil, avec des effets plus M et moins M qui vont avoir tendance à retirer les électrons par résonance. Donc, on va faire une petite annale rapidement. L'effet inductif concerne les liaisons pi, non. Effectivement, ça concerne liaisons sigma, pardon, je vais y arriver. L'effet mésomère concerne les liaisons pi, c'est vrai. Un effet inductif peut orienter un effet mésomère, c'est vrai. L'origine d'un effet inductif, vrai. Et l'effet inductif est défini par la polarisation d'une liaison pi résultant d'une mésomérie dissymétrique. C'est faux, c'est l'effet mésomère. Hop. Attention à ne pas vous tromper. Et ouais, l'effet mésomère, à l'origine, on n'oublie pas mère à l'origine de, parce qu'il est plus puissant que l'effet inductif, alors que l'effet inductif, lui, il est plus faible, il peut que orienter, mais il ne peut pas être à l'origine. Hop. Ah, c'est pas mal. Donc, on va passer à la pharmacotechnie. Donc, la pharmacotechnie, c'est quoi? Ça a pour but de transformer une molécule en médicament. Donc, il y a le cours est vraiment grand, vous vous doutez bien qu'on ne va pas le faire dans tous les détails, mais ce qui tombe le plus souvent dans les QCM, on va le voir ensemble, donc c'est les facteurs de dilution, avec notamment la température, qui tombe très souvent, la nature du solvant et de la substance à dissoudre, le pH, la forme du principe actif, qui est aussi important, et les adjuvants ce sont éventuellement des éléments qu'on va rajouter au mélange pour augmenter sa solubilité. Aussi, ce qui tombe beaucoup dans les QCM, c'est le système de classification biopharmaceutique, donc BCS, qui catégorise les médicaments en fonction de leur solubilité et de leur perméabilité intestinale. Donc, par exemple, quand un groupe pharmaceutique fait un médicament, il cherche absolument à avoir le classe 1 parce qu'il est hautement soluble, donc on peut facilement le dissoudre. Et également, il a une grande perméabilité intestinale pour être absorbé par le corps. À l'inverse, on ne veut pas du coup les classes 4 qui ont une très faible solubilité et une très faible perméabilité. Il faut bien retenir chacune des classes et si elles sont faibles ou fortement solubles et perméables. Donc les opérations de stérilisation aussi, ça tombe assez régulièrement. Ça a pour but de priver un objet ou un produit de micro-organismes qui le souillent. Donc, les différentes méthodes de stérilisation, on ne va pas rentrer dans le détail, mais on a la stérilisation par la chaleur humide, par la chaleur sèche, par les gaz alkylants, par irradiation, la filtration stérilisante et les gaz plasma. Et il faut savoir aussi que les gaz alkylants sont la seule méthode chimique, toutes les autres sont des méthodes physiques. À savoir, ça, c'est un piège qui peut tomber en QCM. Oui. À un moment, ils nous disent que ça permet d'augmenter c'est quoi, la solubilité d'un conçu actif, d'un principe actif, Ouais. mais dans les caractéristiques de ces chimiques, on nous dit qu'elles sont hydrophobiques. Et qu'elles sont très peu solubles à l'état naturel. Alors, en elles-mêmes, elles peuvent être hydrosolubles,
mais mélangées au principe actif, elles peuvent elles peuvent faire, elles peuvent prendre le rôle d'un adjuvant et d'augmenter la solubilité. Ça dépend en fait beaucoup de paramètres. Exactement, là, je ne sais pas trop te D'après dire. Wikipédia, ils sont solubilisés dans l'eau à 26 degrés. Bah, pourquoi ils nous disent vraiment en cours qu'elles sont pas, enfin, qu'elles sont très insolubles. C'est dans le même sens qu'ils disent ça? Ouais, dans la même partie, carrément. Ok. Euh, À une page près, quoi. Ils nous disent ça. c'est dans le cours du TAM, Ouais. Oui. peut-être aussi une erreur de retranscription, je ne sais pas. Bah, le truc, c'est que j'ai écouté la Euh, vidéo et qu'ils disent ça, quoi. ok. Donc, Hmm. Écoute, on va avancer et je pense qu'on va revenir dessus après. Si... En fait, il faudrait me montrer la partie du cours parce que là, honnêtement, le cours fait 68 pages, je ne l'ai pas en tête exactement. Hop. Donc, pour les témoins de stérilisation aussi, ils sont à connaître, notamment pour la chaleur sèche, Bacillus subtilus. Bon, c'est un enfer à retenir, mais il faut essayer de s'en souvenir important. Ça peut tomber, ils peuvent inverser chaleur sèche, chaleur humide, les termes, parce que ça commence tous par Bacillus. Et il faut également retenir les températures et les durées d'action, par exemple 30 degrés, euh, 30 minutes pendant 180 degrés. Toutes ces choses-là peuvent tomber. Il y a, il y a des questions sur le chat? Non. Hop. Alors, on va voir les différentes. Merde, ça marche pas. Ok. Donc, on va voir les différentes formes de médicaments qu'il existe. Donc, notamment la voie entérale. Ça, les voies entérales, en fait, c'est une façon de passer dans l'organisme et ça passe par le tube digestif, à la différence de parentérale qui ne passe pas par le tube digestif, donc par exemple par la peau ou par les veines. Donc, les trois différentes voies entérales sont orales, périlinguales, donc sous la langue, et rectales. Hop. Donc, deux formes galéniques possibles pour la voie orale, donc c'est les liquides et les solides. Les formes solides sont de deux catégories, pulvérulentes avec les poudres et les granulés, et compactes avec les comprimés. Donc, les poudres, elles peuvent être seulement composées du principe actif ou elles peuvent avoir des excipients à côté pour favoriser le goût ou la perméabilité intestinale, ce genre de choses. Les granulés, eux, sont des agrégats de particules de poudre, donc c'est des agrégats de poudre en fait. Les composants sont les mêmes, et notamment les granulés effervescents, donc qui se diluent dans l'eau. Hop. Donc, les comprimés sont des formes solides contenant une unité de prise avec une ou plusieurs substances. Donc, bon, les comprimés, tout le monde connaît un comprimé de Doliprane blanc, sécable. Donc, les différents contrôles galéniques sont faits pour les comprimés, avec notamment la masse moyenne, qui sont pesés pour bien que chaque comprimé ait la bonne dose. Ok, pardon. Euh, Ah, uniformité des masses et des teneurs. Je rajoute juste un truc. En fait, j'avais pas mis le son sur mon ordi. Donc, si jamais vous avez des questions ou que vous voulez prendre la parole, n'hésitez pas à le faire comme ça parce qu'on n'a pas forcément la vue sur le chat quand on est en train de partager l'écran. Et maintenant, on vous entendra. Voilà. On a aussi le temps de désagrégation et le test de dissolution, bien sûr, pour voir comment ça réagit dans l'organisme. On a aussi différents types de comprimés qui peuvent être avalés ou proqués en fonction du type. Bon, ça, ils peuvent être aussi enrobés. euh, Ils peuvent être enrobés de deux types, pardon. Donc, dragéifiés avec un enrobage épais et sucré ou pelliculés avec un enrobage qui est plus fin. Les nombreux avantages de cette forme sont notamment la précision de la dose administrée, puisque tous les comprimés sont de la même forme, de la même taille et du même poids. Par exemple, à la différence d'un sirop qui peut être dosé dans une cuillère à soupe, c'est plus imprécis. Les comprimés, on est sûr d'administrer la bonne dose à chaque fois. Il y a d'autres formes pour la voie orale, donc les gélules, ce sont des capsules qui permettent de contenir des solides ou des liquides, donc comme ça. Des pâtes peuvent être également pour une préparation officinale. En gros, on peut tout mettre dans une gélule, ça permet de passer hop, directement dans l'organisme sans avoir à mâcher, etc. Préparation liquide, la plupart du temps à base d'eau.
on limite un maximum la présence d'éthanol et aussi les préparations buccales dont l'action est plus locale ou systémique, avec des bains de bouche par exemple, ce genre de choses. Donc pour la voie parentérale, du coup, c'est ce qui passe pas par le tube digestif. On a 3 voies, intramusculaire, intraveineux et sous-cutané. Hop. Donc, et parentéral, ce qui n'est pas parentéral, donc ce qui ne passe pas par le tube digestif. Les préparations parentérales sont associées aux préparations injectables, donc c'est tout ce qu'on introduit dans le corps. Et c'est très important que ce soit stérile, à la différence des préparations, de la forme entérale, qui, elle, passe par le tube digestif. Donc, par exemple, si on prend un comprimé, qu'on le touche dans nos mains et tout, c'est pas très grave si on l'avale derrière, ça passe par le tube digestif. Alors que si on plonge notre main dans une perfusion et qu'ensuite on se l'injecte en intraveineux, c'est beaucoup plus grave. Donc, c'est vraiment la stérilité, c'est très très important pour la voie parentérale, notamment intraveineux surtout. Hop. Donc, les différentes préparations injectables sont les solutions, les émulsions ou les suspensions, stériles bien sûr. Il y a un risque de contamination particulière, donc il faut bien contrôler le nombre de particules qui sont non visibles en fonction du volume de la solution. Et dans quelles conditions on ne met pas de conservateur antimicrobien et pourquoi? C'est à partir de 15 millilitres injectés en une seule fois quand la solution est destinée au liquide céphalorachidien ou à l'œil, parce qu'il y a un risque de toxicité potentielle, surtout dans ces zones-là. Ça ne doit pas dépasser les 15 millilitres. Donc retenez juste 15 millilitres si ça tombe en QCM. Hop. Donc il y a différents contrôles qui sont réalisés, notamment le contrôle de l'isotonie. Donc, c'est très important l'isotonie, parce qu'il ne faut pas que lorsque vous injectez quelque chose, ça bouleverse la pression osmotique du plasma. Donc, si jamais la pression osmotique elle est altérée, ça peut par exemple entraîner des déshydratations intracellulaires ou au contraire des hyperhydratations intracellulaires qui peuvent faire exploser les cellules. Est-ce que tout le monde comprend pourquoi? Quand c'est isotonie, hypertonie ou hypotonie? Pourquoi ça explose, ça truc? Ouais. Là aussi en visio, c'est pareil, vous comprenez, tout le monde comprend? Je pars du principe que oui. Mhm. Ouais, ok, parfait. C'est vrai que c'est une notion un peu complexe, donc. Hop. Donc, on évite également les endotoxines bactériennes, donc les pyrogènes, c'est-à-dire les cadavres de bactéries grammes moins, qui vont tendance à activer des effets pyrogènes dans le corps, donc pyrogène qui va élever la température. Hop, on évite tout ça. Hop. Attends, ça ne va pas marcher. Ok, c'est bon. Donc, on a aussi d'autres préparations parentérales, donc les perfusions. Bon, je pense que tout le monde connaît. Les préparations à diluer pour injection ou pour perfusion, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on injecte dans une perfusion. Les poudres pour injection ou dilution, donc les préparations solides qui sont évidemment diluées dans un liquide, puisqu'on ne peut pas injecter des poudres dans le corps. Les gels injectables, bon, ils sont un peu plus épais, la texture gel. Et les implants, bon, là, c'est carrément solide. Hop. Évidemment, le tout doit être stérile, c'est très très important pour le parentéral. Je pense que je l'ai assez répété. Donc pour la voie cutanée, l'action peut être soit locale, soit systémique. Les formes galéniques sont destinées à être appliquées sur la peau. Donc, hop, les différentes formes galéniques, du coup, c'est les crèmes ou les pommades. Les crèmes, elles sont multiphasiques, c'est-à-dire qu'elles ont une phase lipophile et une phase hydrophile. Donc, une phase lipophile externe qui contient une émulsion eau dans huile et une phase hydrophile externe qui contient une émulsion huile dans eau. Ça, vous le voyez dans le cours, c'est constitué à 20% d'eau, 80% d'huile ou inversement. Pour les pommades, elles sont monophasiques. Elles peuvent être hydrophobes, donc lipophiles, ou hydrophiles. Une pommade lipophile ne peut absorber qu'une très petite quantité d'eau, donc elle va être très grasse. Alors qu'une pommade hydrophile, miscible à l'eau, elle va être plus crémeuse. Et elle va... Bon, voilà. Une émulsion, c'est une dispersion d'un liquide sous la forme de fines gouttelettes. Donc, on a plusieurs petites gouttelettes dans un liquide. Ces petites gouttelettes, elles sont de moins d'1 micromètre dans un liquide qui n'est non miscible. Donc, vraiment, on les distingue dans le liquide. Un tensioactif, du coup, c'est une molécule amphiphile qui est constituée de deux parties, une
tête polaire hydrophile et une queue qui est lipophile. Donc, ça permet d'attraper de l'eau d'un côté et des lipides de l'autre. Et s'organiser à l'interface de deux liquides non miscibles pour justement les rendre miscibles en attrapant un liquide et un lipide de l'autre côté. Les gels sont des liquides gélifiés à l'aide d'un agent gélifiant. Les gels lipophiles sont très peu utilisés car ils ont une sensation très grasse sur la peau, alors que les gels hydrophiles, eux, ils ont un excipient qui est l'eau, donc c'est plus fréquent, c'est lavable et c'est plus agréable aussi. Donc on a aussi les pâtes, qui sont des préparations semi-solides avec une forte proportion de poudre. C'est beaucoup plus granuleux, enfin c'est plus qu'une pommade en tout cas ou qu'une crème, finement dispersé dans l'excipient. Du coup, si on le passe sur la peau, on va sentir des petits grains par exemple. Les cataplasmes se composent d'un excipient hydrophile rétenteur de chaleur. Du coup, on aide également à faire pénétrer les principes actifs avec la chaleur, dans lequel sont dispersées des substances actives. Bon, voilà. Hop. Les points communs et les différences entre ces deux dispositifs. Donc, les points communs, préparation souple, supporte les substances actives et minimum de 2 couches avec la couche adhésive. Et pour les différences, donc action locale pour les cutanés et systémique pour transdermique. Oui, pardon, j'ai oublié de dire qu'on parlait des dispositifs cutanés et transdermiques. Et la durée d'action pour les transdermiques, elle est plus grande. Hop. Donc, les préparations ophtalmiques, c'est ce qu'on met dans les yeux, hein. Ça peut être liquide, semi-solide, solide, avec une action locale sur l'œil. Donc, ça peut être des solutions, des émulsions ou des suspensions toujours stériles puisque c'est parentéral. Ça contient des excipients pour, hop, merde, pour ajuster le pouvoir osmotique ou la viscosité. Pareil, bon, les excipients sont toujours des choses qu'on rajoute pour stabiliser ou améliorer le pH, pour la solubilité et pour stabiliser la préparation, c'est toujours la même chose. Des conservateurs peuvent être ajoutés si ce sont des récipients multidoses. Alors que si c'est unidose, on n'a pas forcément besoin de rajouter un conservateur puisqu'on l'utilise qu'une seule fois. Pour les solutions pour lavage ophtalmique, donc ce sont des solutions aqueuses stériles. Il y a des préparations ophtalmiques semi-solides, ça peut être des gels ou des pommades pour les conjonctives ou pour les paupières. Et on a aussi les inserts ophtalmiques, qui sont des préparations solides ou semi-solides stériles qu'on met dans le sac conjonctival euh, pour que la substance puisse être libérée pendant une durée déterminée. Pour tout ce qui est rectal, on va avoir une action locale ou systémique ou à des fins diagnostiques même. Les suppositoires sont les plus fréquents et les plus connus, hein, avec des préparations unidoses solides, avec une vitesse d'absorption qui est plus rapide que la voie orale, puisque ça rentre directement. Et il y a une facilité à administrer aux enfants, parce que ce n'est pas toujours évident de leur faire avaler des comprimés, par exemple. Pour les voies pulmonaires, du coup, on a des préparations pour inhalation qui ont une action locale ou systémique. Pareil, systémique, c'est dans tout le corps, local, c'est uniquement à l'endroit, si jamais vous ne saviez pas. Les préparations liquides doivent être converties en aérosol. Le contrôle important de la taille des particules, ça c'est très important, et ça tombe en QCM. Si la particule fait plus de 5 micromètres, elle n'arrivera pas à traverser l'arbre bronchique et n'atteindra pas les poumons. Alors que si elle fait moins de 3 micromètres, elle pourra aller vraiment dans les poumons profonds et elle est tout au fond de l'arbre bronchique. Donc là, on va faire un petit QCM pour vérifier. Je regarde l'heure du coup. Ça va, on est allé vite. Donc les collyres peuvent convertir des excipients. Qu'est-ce que je raconte? Les collyres peuvent contenir des excipients. Est-ce que c'est vrai? Hop, on regarde ici aussi. Donc, les collyres peuvent en contenir effectivement. Les inserts ophtalmiques sont insérés sous les paupières. Hop. Donc, effectivement, c'est dans le sac conjonctival, c'est dans la paupière inférieure du coup. Une solution pour lavage ophtalmique n'a pas besoin d'être stérile.
C'est faux puisque c'est parentéral, du coup, il faut absolument que ce soit stérile. La voie rectale absorbe plus lentement les substances actives que la voie orale. J'imagine, il y a le truc devant. Ouais, c'est ça, oral. Donc ça, c'est faux, on l'a vu, hein. Le rectal, ça passe plus rapidement. Et pour la voie pulmonaire, si les particules sont plus grandes que 5 micromètres, alors elles rejoignent ou ne rejoignent pas, je ne sais pas. L'item, il y a le truc qui gêne. Euh, elles ne rejoignent pas l'arbre, donc du coup, c'est vrai. Si elles sont plus grandes que 5 micromètres, ça ne rejoint pas l'arbre. Hop. On va passer au biostat. Alors, donc là, on va faire le chapitre 4 sur les estimations ponctuelles et les intervalles de confiance. Donc, un estimateur, c'est une fonction des données observées qui fournit une estimation du paramètre. Donc, un estimateur, il est bon s'il est sans biais, s'il est efficace, c'est-à-dire que sa variance est faible, et s'il est consistant, ça veut dire qu'il se rapproche de la vraie valeur du paramètre lorsque la taille de l'échantillon augmente. Un intervalle de confiance, qu'est-ce que c'est? C'est contrairement à une estimation ponctuelle qui donne une seule valeur, l'intervalle de confiance, lui, il fournit une fourchette plausible où se trouve le paramètre avec une certaine probabilité qui tourne en général autour de 99 ou de 95%, donc des risques alpha à 5 ou à 1%, avec une estimation plus ou moins la marge d'erreur. En QCM, ça tombe, ça. Donc, les propriétés d'un intervalle de confiance, donc toute chose égale par ailleurs, il est d'autant plus large que le alpha est petit et il est d'autant plus étroit que le n est grand. Est-ce que tout le monde a compris ces propriétés-là? Ouais. Dans un QCM, on dit un estimateur est consistant si sa variance tend vers 0 quand n tend vers l'infini, c'est pareil que cette définition ou pas? Oui, c'est ça. Ok, Ça reprend ses propriétés. En fait, ça reprend les deux propriétés en même temps. Ensuite, ça aussi, ça tombe beaucoup en QCM. On accepte qu'il y ait alpha fois 100%, alpha fois 100, chance sur 100 de se tromper en disant que θ appartient à l'intervalle. Et il y a 1 moins alpha fois 100% de chance de ne pas se tromper en disant que alpha appartient à l'intervalle. Donc ça, c'est important. Il faut bien faire la distinction entre alpha de se tromper et 1 moins alpha de ne pas se tromper. Donc ça tombe souvent en QCM, surtout dans les items. La fourchette peut être vraie, mais la façon dont c'est dit peut être faux à cause justement de ces deux éléments. On va faire un QCM après pour ceux qui n'ont pas compris. Donc, la variance de l'échantillon var de x. Donc, on ne peut pas toujours étudier toute la population, même jamais. Donc, on prélève un échantillon et on calcule sa variance. On calcule la variance de l'échantillon et pas de toute la population, mais à l'aide des formules, on remonte à la variance de la population à l'aide de l'échantillon qu'on a extrait de la population. Donc, on peut passer de la moyenne de l'échantillon de taille n à l'estimation de la variance avec cette formule, qui est indigeste, mais qui reprend du coup Sx carré avec la somme de... Bon, en gros, c'est le calcul de la variance sur n-1. Et pour passer de la variance de l'échantillon var de x à l'estimation de la variance de la population Sx carré, donc la formule, et cette formule-là, elle est importante, elle tombe beaucoup souvent que l'autre, c'est du coup la variance de la population, c'est n sur n-1 fois la variance de l'échantillon. Et vous pouvez inverser la formule pour trouver la variance de l'échantillon à partir de celle de la population. Ça fait var de x, c'est n-1 sur n. On inverse dans la fraction et on met le x carré de l'autre côté et le var de x de l'autre. On pense bien à inverser la fraction si on parle de l'autre. Donc, pour le calcul de l'intervalle de confiance, ça fait un peu peur, mais finalement, c'est pas très compliqué. Donc, si ça suit la loi normale, on a la moyenne plus ou moins le n alpha fois
SM, donc qui est égal à SX, la variance sur racine de l'échantillon N. Et pour la loi de Student, c'est pareil, sauf qu'on utilise la loi de Student à N-1 degré de liberté à la place. Donc, aussi quelque chose qui tombe, c'est F. Ça représente une proportion d'individus et il y a une certaine caractéristique dans cet échantillon-là. Donc, on subdivise encore l'échantillon avec le calcul de l'écart type de la proportion estimée. Donc, c'est SF, donc c'est racine de F fois 1 moins F sur N. Et pour l'intervalle de confiance, c'est plus ou moins toujours la même chose. C'est F moins le N alpha fois SF, qui est toujours la même chose. Si vous voyez en QCM, il faut vraiment, en fait, là, comme ça, c'est indigeste, ces formules, mais il faut vraiment faire des QCM et ça vous paraîtra beaucoup plus simple. Euh, En réalité, c'est vraiment pas très dur. La plupart des trucs sont donnés dans l'énoncé. Il suffit juste de faire de l'assemblage pour retrouver l'encadrement. SM, ça correspond à quoi déjà? Pardon? SM, ça correspond à quoi déjà? SM, du coup, ben, c'est égal à SX sur racine, oui, sur la racine de l'effectif. Mais ça correspond à quoi? Genre, c'est l'estimation de quoi? De la moyenne? Honnêtement, je sais pas. En fait, on s'en sert jamais de SM, part directement de SX sur racine de N. Ok, Parce que si jamais, en fait, je sais même pas ce que c'est SM, mais tu l'as jamais en fait dans les QCM. On te donne la variance et l'effectif, du coup, tu peux calculer SX sur racine de N à la place. ça va, ok. Et il faut juste le savoir si jamais on te demande que c'est telle formule. Donc là, un petit QCM, du coup, pour comprendre un petit peu ce qu'on vient de faire avant. Alors, sur un échantillon d'effectifs n égale 10, représentatif d'une population, la moyenne x bar, du coup, c'est 14, et l'estimation de l'écart type de la population, c'est Sx égale 2. On suppose que ça suit une loi normale. Donc, l'item A au risque alpha égale 5%. L'intervalle de confiance est alors 14 moins 2,26 fois 0,63 d'un côté et plus de l'autre, ce qui donne 12,57 et 15,43. Donc, ils ne feront pas de piège sur le calcul de transformer le 14 plus en 15 et le 14 moins en 12, parce que le calcul est trop complexe, mais peuvent faire des pièges ailleurs. Et du coup, là, c'est ce que je vous disais. Autrement dit, on a 95% de chances de se tromper ou de ne pas se tromper. Donc là, il faut bien faire attention à si on parle du alpha ou du 1 moins alpha. Parce que ben, en gros, les A et B sont le même item, sauf que d'un côté, on te dit que tu as 95% de chance, de l'autre côté, on te dit que tu as 5%. Donc, si tu ne sais pas, tu en coches un des deux au hasard, et du coup, tu as faux parce que tu as coché le mauvais, et en même temps, tu as faux parce que tu n'as pas coché le bon. Donc, c'est vraiment ce genre d'items qui peuvent vraiment détruire la question et vous faire perdre tous les points. Il faut vraiment savoir y répondre, surtout en maths, ils adorent faire ça. Alors, on va le faire doucement, je ne vais pas vous demander d'y répondre. Donc, on a la formule. Hop. Donc, dans cette formule, on a donc x bar. Donc, on part toujours de la moyenne qui est donnée, donc 14, moins ou plus. Donc, 2,26. D'où sort ce 2,26? Alors, hop, c'est en fonction de la loi de Student ou de la loi normale. Là, on vous dit que ça suit une loi normale, mais ce n'est pas ça qu'il faut regarder. Il faut regarder la taille de l'échantillon. On voit que c'est un échantillon d'effectif n égale 10. Donc n égale 10, c'est un petit échantillon, moins de 30, donc strictement inférieur à 30. Si c'est supérieur ou égal, à partir de 30, on considère que c'est un grand échantillon. Donc là, comme il est petit, l'échantillon, et également qu'on ne sait pas la variance de l'échantillon, on part sur la loi de Student. Partez globalement sur la taille de l'effectif, c'est le plus simple. Si c'est supérieur à 30, c'est normal. Si c'est inférieur à 30, c'est student. Donc, hop, on va revenir avant. Donc, avec cette formule, du coup, on a x bar, donc 14.
plus ou moins, donc T alpha mu avec n-1 degré de liberté. Donc ça, qu'est-ce que ça dit? Pour calculer le degré de liberté, on prend l'effectif 10, auquel on soustrait 1, donc n-1, donc ça fait 9 pour le degré de liberté. On a du coup un degré de liberté de 9. Donc, comme on sait que ça suit la loi de Student avec un degré de liberté de 9, on regarde dans la table de la loi de Student à 9 degrés de liberté. Hop, bon, je triche un peu sur la correction, mais on s'en fout. O alpha égale 0,5, puisque c'était donné dans l'énoncé, je le rappelle. Au risque A égale 5%. Hop. Donc, on a notre alpha donné par l'item, on a notre degré de liberté trouvé en n-1. On peut arriver au 2,26. Bon, 2, mais soit ils sont très très précis, soit ils ne le sont pas, mais dans tous les cas, ce n'est pas très très grave. Hop. Euh, du coup, il vient de là, ce 2,26. Donc, si on résume, on a le 14, la moyenne, plus ou moins 2,26 qu'on vient de trouver dans le tableau, fois 0,63. D'où vient ce 0,63? Du coup, c'est le SM qui est égal à SX sur racine de n. Donc, ça fait SX2 divisé par racine de n, donc racine de 10. Racine de 10, ça fait 3, quelque chose, 3,1 et quelques. Bon, c'est pas très précis. En fait, il faut que vous essayiez de savoir combien fait racine de 10. En fait, c'est le seul petit hic qui peut vous poser problème dans le QCM. Donc, on obtient 2 sur 3,1. Bon, ça fait 2 tiers, donc ça fait 0,63. Là encore, on ne vous piégera pas sur est-ce que c'est aussi précis que ça. Il faut juste savoir à peu près. Est-ce que quelqu'un n'a pas compris comment on résolvait ce QCM, cet item plutôt? Non, ça va? Tout le monde y arrive? Moi, c'est juste, je comprends pas, des fois, on enlève un pour le degré de liberté, mais des fois, on n'enlève pas un. Oui, C'est- pour la loi de Student, on enlève 1, et pour la loi normale, on ne l'enlève pas. Ok, mais pour la loi de student, on enlève toujours un. N-1, donc 10 moins N-1. 1. Ok, L'effectif moins 1, pour ok, trouver le d'accord. degré de liberté. Et Merci. du coup, c'est bon? Pardon. J'avais une Oui, c'est question. bon, merci. Oui, Les chiffres 2, 26 et 0,63, on les trouve dans la table de non, Student. 2,26, tu le trouves dans la table, c'était 2,262. Bon, ils ont oublié le 2, mais c'est pas très grave. Mais le 0,63, c'est le résultat, enfin, c'est le calcul avec cette formule-là. Hop, tu vois, c'est Sx sur racine de n. Donc, ça fait Sx2 qui était donné dans l'énoncé, divisé par la racine de n, donc l'effectif 10. Donc, ça fait 2 sur racine de 10, ça fait 2 sur racine. Non, 2 sur 3,1, racine de 10, donc 3,1, 2 tiers, donc 0,63. Ok, merci. Et du coup, là, hop, on vous demande, autrement dit, on a 95% de chances de se tromper ou on a 5% de chances de se tromper. Donc là, c'est la B, parce que si on reprend hop, les propriétés, on a alpha % de chances de se tromper. Donc, on a alpha qui est donné dans l'item, 5%. Donc, on a 5% de chance de se tromper. On n'a pas 1 moins alpha % de chance de ne pas se tromper. Donc, c'était bien l'item B avec 5% de risque de se tromper. Est-ce que c'est compris ça? Vous y arrivez? Ok. Donc, cet échantillon suit la loi de Student à 10-1 degré de liberté. Bon, ça peut être des petits items pour vous aider. Regardez l'entièreté du QCM dans ce genre de choses parce que la suite, enfin, la suite, vous faites les items dans l'ordre que vous voulez, mais certains items peuvent vous aider à répondre à d'autres items en vous mettant sur la voie. Et pour les items D et E, bon, ben là, pareil, on vous demande 5% ou 95%, mais dans tous les cas, ils étaient tous les deux faux parce que là, du coup, c'était un piège. 2,3, c'est pas le bon degré de liberté. Donc, c'était pour vous piéger. Donc, déjà, il faut trancher entre A et B ou D et E, entre le degré de liberté. Et entre cela, il faut encore trancher entre les deux. Donc, c'est vraiment pour vous piéger, pour vous faire perdre le maximum de points.
Est-ce qu'il y a des questions sur ce QCM? C'est bon? Hop. Et du coup, le résultat, c'était B. Hop. Si vous voulez screen le calcul au cas où. Donc, oui, il va sûrement y être en dessous. Ok. Mais pas tout de suite, donc je sais pas. Donc si jamais vous voulez le travailler ce soir, ou je sais pas. Donc, le chapitre 5, du coup, les principes généraux des tests stats. Ça, c'est un chapitre qui est pas très compliqué. Enfin, en réalité, il est assez compliqué dans sa compréhension, mais les QCM sont extrêmement redondants et assez faciles une fois qu'on a compris. Donc, le risque de première espèce alpha, c'est le risque de rejeter H0 alors que H0 est vrai, donc d'accepter HA à tort. Et le risque de deuxième espèce bêta, c'est le risque d'accepter H0 alors que celle-ci est fausse, et donc de rejeter H0 à tort. Le à tort est très important parce qu'on ne peut pas juste rejeter, il faut rejeter à tort. Ça, c'est un piège qui tombe dans les QCM aussi. La puissance, du coup, c'est 1 moins bêta, et c'est la capacité de ce test à montrer une différence si elle existe. Là, on peut voir du coup une répartition bilatérale, c'est-à-dire qu'on a, quand on est, c'est une aire sous la courbe. Quand on est, donc du coup, on a 2,5% de chance de rejeter H0 de chaque côté de la courbe, et on a les 95% de chance d'accepter H0, donc d'être dans le vrai, entre guillemets, au- la plus grande surface dans l'air sous la courbe. Donc là, c'est la bilatérale, et on a aussi l'unilatérale où on n'a pas 2,5, mais on a 5% d'un côté ou de l'autre. Hop, mais ça n'a pas d'importance que ce soit de l'un ou de l'autre. Ça aussi, ça tombe en QCM. Le degré de signification, c'est la probabilité d'observer une différence au moins aussi importante que celle observée sous l'hypothèse nulle. Ça, c'est des définitions malheureusement qu'il faut connaître par cœur, ils tombent. Donc la conclusion au test stat repose sur la comparaison entre la valeur du degré de signification et la valeur on n'a pas fini, mais c'est le degré de signification et la p-value, en fait, enfin le p, quoi. On compare le p avec le alpha. Donc ça, si c'est pas encore bien compris, on le fera dans le chapitre 6 lors de QCM. Vous verrez si on rejette H0 ou pas en fonction de la p-value et du test stat. Donc, H0, bon, ça c'est un tableau qui récapitule. H0 vrai et H0 vrai, donc il n'y a pas d'erreur. HA vrai, il n'y a pas d'erreur. Et risque alpha et risque bêta, bon, hop, on va faire un QCM. Enfin, globalement, le cours, il a l'air un peu barbare, mais les QCM sont relativement faciles. Par exemple, là, le risque de première espèce correspond au rejet de l'hypothèse nulle. À tort, effectivement, ouais, c'était un piège à tort. Il faut bien rejeter à tort l'hypothèse nulle. Donc, le risque de première espèce est fixé pendant le test, a priori, donc avant, effectivement. Le risque de première espèce d'un test bilatéral est plus petit que celui d'un test unilatéral. Hop, il me semble non, ouais. Parce que, du coup, on l'a vu, c'était 2,5 de chaque côté, et c'est égal à 5. En fait, il n'y en a pas un qui est plus grand que l'autre, c'est juste la répartition de l'erreur dans l'air sous la courbe. Le risque de deuxième espèce est défini en fonction de l'hypothèse alternative. Bon, ça, c'est vrai, c'est HA, effectivement. Et le risque de deuxième espèce permet de calculer la puissance du test. Vrai avec le 1 moins bêta. Pardon. Hop. Et voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur ce QCM ou sur ce chapitre? Globalement, enfin, il est assez barbare à comprendre, mais les QCM sont relativement faciles et tombent pas régulièrement du tout. C'est comme le premier chapitre, il passe souvent à la trappe lors du concours. Bon, après, je peux pas vous dire de pas le bosser, mais voilà. Hop. Donc, du coup, le dernier chapitre, le plus dur. Hop. Donc, il est relativement gros, donc on va pas pouvoir tout voir.
on verra un cas particulier. Enfin, en fait, les QCM sont construits d'une certaine manière. En fait, on a un squelette de QCM et la façon de résoudre le QCM est toujours la même chose une fois qu'on a identifié le test. Il faut juste réussir à identifier le test qu'on a à faire, si on, évidemment, connaître nos formules, malheureusement. Et ensuite, derrière, c'est toujours la même façon de résoudre. Les items sont toujours les mêmes, c'est juste les variables qui changent ou le test. Donc, du coup, on a trois cas possibles. Avec deux variables qualitatives, on a un test du qui2. Avec une variable quantitative et une variable qualitative, on a un test de comparaison qui, qui comprend le plus de sous-branches possibles, on va dire. Et deux variables quantitatives avec le test du coefficient de corrélation. C'est toujours le même QCM. Hop. Enfin, la même structure de QCM, évidemment. Donc là, on va s'attarder sur les deux qualitatives qui se divisent en test du Ki2 d'indépendance et de comparaison. Donc, on va voir un QCM avec le test du Ki2 de comparaison. On va voir comment résoudre ce test-là. C'est toujours la même chose. Hop. Donc là, on vous donne un tableau. Donc, le test du Ki2 ne sont utilisables que pour les effectifs théoriques supérieurs ou égaux à 5. Pardon, oui, il est le QCM. Ok, bon, ouais, il n'y a pas de QCM, mais en gros, ça répond plus ou moins à tous les items qui sont demandés. Donc, l'item classique qui est demandé, c'est est-ce que les effectifs théoriques sont tous supérieurs ou égaux à 5? Donc, question subliminale pour demander si on peut utiliser le test du Ki2. Donc, comment est-ce qu'on calcule les effectifs théoriques? Ben, par exemple, on prend une case du tableau, donc par exemple 60. Donc, on voit que c'est deux variables qualitatives, les services de chirurgie et les infections nosocomiales. Donc, si on prend ce 60, il faut faire le calcul des effectifs théoriques dans chaque case du tableau. Donc, par exemple, pour le 60, on prend le total de la ligne fois le total de la colonne divisé par le total. Donc, pour ce 60-là, ben, c'est 100 fois 100 divisé par 200. Pareil pour les autres, 100 fois 100 divisé par 200. Bon, là, c'est assez simple puisque c'est toujours la même chose, mais ça peut être un peu différent en fonction des cases du tableau. Là, du coup, on voit que tous les effectifs théoriques sont supérieurs ou égaux à 5. Donc, on peut appliquer le test du Ki2. Ça, pareil, c'est un petit... Même si vous n'y arrivez pas à résoudre le QCM en lui-même, c'est un petit système que vous pouvez choper si vous savez calculer les effectifs théoriques. Hop. Donc là, du coup, on se sert de cette formule très barbare. Hop. Donc, oui, je pense que vous voyez, c'est juste ça gêne. Donc, du coup, on prend pour chaque case du tableau, donc il y a 4 calculs à faire, donc la somme de la somme. Enfin bref, retenez pas la formule. Voyez comment on le résout. Donc en fait, on prend l'effectif observé, pardon, dans une case du tableau. Donc par exemple, pour la première case, c'était 60, moins l'effectif théorique sur l'effectif au carré sur l'effectif théorique. Donc là, c'est pour calculer la statistique du test qu'on fait ça. Soit la statistique du test, elle est donnée dans l'énoncé, soit on peut vous demander de la calculer. C'est assez barbare, mais c'est globalement... en fait, on fait 2 fois le même calcul. Il faut juste faire 40... en fait, c'est pas très compliqué. Si vous regardez bien, ça fait 60 moins 50, 10 au carré. Donc, 100 divisé par 50. En fait, les calculs sont faits pour que ce soit pas trop compliqué à résoudre. Donc là, bon, ça fait 2 fois 4, ça fait Et 2, puis, 2, 2, 2, donc 2 plus 2 plus ah 2 si, plus je 2. suis chez moi. Oui. Il y a une question? Non, pardon. Ok, c'est pas grave. Hop, donc ça, c'était pour calculer la statistique du test. Donc soit elle est donnée au début de l'énoncé, soit elle est demandée de calculer. Et après, on vous demande si, au risque, blablabla, on rejette ou on accepte l'hypothèse nulle. Donc, donc la première partie du QCM, c'était est-ce qu'on peut utiliser la loi du Ki2? La deuxième partie, c'est calculer les effectifs théoriques ou calculer la statistique du test.
Et donc, du coup, finalement, on va voir si on rejette ou pas l'hypothèse nulle en fonction du risque alpha donné par l'item, en fait. Donc, quelle loi on utilise? Bon, le qui 2. Là, les degrés de liberté, pour cette loi-là, c'est très important. Pareil, il y a des items qui tombent là-dessus. Le degré de liberté, c'est blablabla, donc 1 par exemple. Donc le degré de liberté, comment on le calcule? C'est m-1 k-1. Donc m-1, c'est le nombre de colonnes, moins 1, fois le nombre de lignes, moins 1. Donc 2 moins, il y a 2 lignes et 2 colonnes, donc ça fait 2 moins 1, 1, fois 2 moins 1, 1. Ça fait 1 degré de liberté. Hop, au risque alpha. Donc le risque alpha est donné dans l'énoncé ou dans l'item. Bon, en général, c'est dans l'item. Hop. Donc, par exemple, si on vous demande au risque alpha égale 5%, on conclut que les répartitions sont identiques dans les deux populations. Donc, si on rejette ou pas l'hypothèse nulle, globalement. Donc, H0, c'est les répartitions sont identiques. Donc, ça aussi, on peut vous le demander. L'hypothèse nulle et les répartitions sont identiques. Donc, il faut le savoir. Il faut résoudre, enfin, il faut arriver à connaître toutes les hypothèses nulles de chaque test. Donc, pour celui-là, elles sont identiques. Donc, du coup, on cherche dans notre tableau avec 1 degré de liberté. O alpha égale 5%. Donc, en l'occurrence, il est donné dans l'énoncé. Le degré de liberté, on l'a calculé avant ou pas, mais du coup, on peut le calculer pour cet item-là. Donc, c'est 2 moins 1, 2 moins 1, 1. Donc, dans cette loi du qui 2, dans ce tableau de la loi du qui 2, pardon, à 1 degré de liberté au risque alpha égale 5%, donc 0,05, on tombe sur la p-value de 3,84. Et donc là, on se demande si la statistique du test est supérieure ou inférieure à ce 3,84 qu'on a trouvé. Donc, en l'occurrence, on remarque que 8 qu'on a calculé est plus grand que 3,84. Donc, que la statistique du test est supérieure à la p-value. Je vous ai remis la propriété du chapitre 5 ici, là. Et donc, que comme 8 est supérieur à 3,84, on conclut que pour le risque alpha égale 5%, les répartitions ne sont pas les mêmes, donc on rejette l'hypothèse nulle. Est-ce qu'il y a des questions sur ça, sur la façon de résoudre ce genre de QCM? Alors, hormis le calcul de la statistique qui est un peu barbare, la 8, tout le reste, c'est relativement simple, là. Le calcul de l'effectif théorique, c'est bon, vous prenez la case du tableau, moins l'effectif théorique sur l'effectif théorique. Qu'est-ce que je raconte? Le calcul de l'effectif théorique, c'est ligne fois colonne sur total. Le degré de liberté, K-1, M-1. Et voilà, hein. Oui, j'ai pas compris ta question. Hein. Alors, déjà, il faut que tu arrives à savoir dans quelle loi tu te trouves. Donc là, tu remarques que tu avais 2 variables qualitatives. Donc, c'était sur une loi du qui 2. Donc, le qui 2, il se divise en deux. Il se divise en indépendance et en comparaison. Donc, comment tu tranches entre indépendance et comparaison? Tu regardes tu cherches les mots-clés dans l'énoncé. Par exemple, là, si tu vois, bon, là, il n'y a pas d'énoncé, mais il y a des mots-clés dans l'énoncé qui te permettent de trancher entre indépendance ou comparaison. Donc, si tu vois, on cherche à remarquer la comparaison, donc du coup, c'est comparaison. Et si c'est indépendance, c'est indépendance. Donc, l'hypothèse nulle pour l'indépendance, c'est ben, les deux variables sont indépendantes. Et pour la comparaison, ben, du coup, c'était identique, du coup. Donc, en fait, les hypothèses nulles, soit vous arrivez à les déduire comme ça, sinon elles sont données dans le cours de manière textuelle à apprendre par cœur, en fait. Nous, on peut dire que A0 est identique quoi. Identique. Non, HA, ça ne veut pas dire. Non, non, en fait, enfin, ouais, voilà, donc, enfin,
Euh, mais globalement, ce genre de QCM, c'est toujours. Donc, une fois que vous savez les résoudre, c'est toujours la même chose. C'est juste le tableau de base qui va changer. Au lieu d'avoir 60, 40 et tout, vous allez avoir autre chose. Mais globalement, la façon de résoudre le QCM, les calculs des effectifs théoriques, de la stat, du degré de liberté, en général, c'est 2-1, 2-1. Donc, 1, c'est toujours la même chose, en fait, hein. J'ai déjà vu un tableau à 3 et 3, mais c'est. Oula, je vais un peu trop vite là. Hop, voilà. Donc, pour choisir entre les différentes lois, ben, évidemment, il y a des règles. Donc, par exemple, si on. Donc, pour les lois, donc ça, c'était la loi du qui 2 qu'on a vu avec deux variables qualitatives. Comparaison d'une répartition observée ou d'une répartition théorique. Test d'indépendance entre deux variables ou comparaison. Ça, pour trancher entre le qui de comparaison ou d'indépendance. Le test du coefficient de corrélation, c'est les deux variables quantitatives. On ne va pas le voir ici, mais chercher une annale ou des annales de passe qui traitent du coefficient de corrélation. Regardez comment on le résout. Et globalement, une fois que vous savez le faire une fois, c'est toujours la même chose, pareil. Pareil pour le H0, c'est toujours la même chose. Bon, là, on n'a pas trop le temps de traiter chacun un par un, surtout pour la loi de student et normale qui se subdivise en tellement de trucs. Mais voilà, donc pour la loi normale, c'est les tests de comparaison du coup entre une variable quantitative et qualitative. Donc on utilise la loi normale si les deux effectifs sont supérieurs ou égaux à 30, donc si c'est de grands effectifs. Ou sinon on a une moyenne observée à une constante, n supérieure ou égale à 30 et n inférieur à 30. Ou pour les séries à parier, n est supérieur ou égal à 30. Pour la loi de Student, c'est pareil, les petits effectifs, N1 et N2 inférieurs à 30. Pour les séries à parier, pareil, inférieur à 30. Et inférieur à 30 quand la variance de la population théorique est inconnue. Ben ça, vous voyez si on vous donne la variance ou pas dans l'énoncé. Mais bon, c'est une subdivision de la loi de Student qui est un peu qui est dure à, enfin, en fait, encore une fois, c'est pas dur à résoudre une fois que vous savez que vous êtes dans cet embranchement-là de la loi de Student, de cette formule-là. Les, les QCM proposés se ressemblent énormément, mais il faut savoir qu'on est dans ce cas-là. Hop. Donc là, on va faire des petits exercices pour essayer de trancher entre les différentes lois. Donc, on souhaite savoir si un traitement T modifie la tension artérielle des malades qui le reçoivent. Donc ça, c'est un énoncé, par exemple, d'un QCM. À cet effet, on mesure la tension des deux échantillons tirés au sort de 35 patients chacun. Les patients du premier échantillon sont traités par T. Les patients du second échantillon ne sont pas traités par T. Donc là, on vous demande de quel test il s'agit, de quel type de test il s'agit. Donc, est-ce que c'est une comparaison de moyenne, des séries à parier, des répartitions observées et répartitions théoriques, ou des comparaisons moyennes observées et moyennes théoriques. Donc, ces quatre items marchent ensemble. Et finalement, on vous demande si les échantillons sont petits ou grands. Qu'est-ce que vous en pensez? Et c'est tout, hein, parce que ouais, du coup, tu tranches entre A, B, C, D et E. Du coup, donc effectivement, on est sur la comparaison de moyenne parce qu'on parle d'une variable qualitative et d'une variable quantitative. Donc la variable quantitative, c'est la tension artérielle et la variable qualitative, c'est l'efficacité du traitement. Donc on a une qualitative, une quantitative. Donc on est sur une comparaison de moyenne. On est sur un grand échantillon parce que c'est supérieur ou égal à 30, 35 tout simplement. Et du coup, on utilise la loi normale puisque on a un grand échantillon. Voilà. Est-ce que quelqu'un a compris? On va tous les faire à les cas on verra, hein. Hop. Bon, du coup, je vous ai un peu spoil, mais du coup, on souhaite mesurer l'impact d'un médicament M sur le taux de cholestérol chez les sujets adultes. Donc, on a constitué deux groupes de sujets au hasard, l'un de taille N1 égale 20 parmi les sujets traités par le médicament et l'autre de taille N2 égale 25 parmi ceux qui ne sont pas traités. Donc, de quel type il s'agit cette fois?
Hop. Effectivement, du coup, c'était encore une comparaison de moyenne, puisqu'encore une fois, on a une variable qualitative et une variable quantitative avec des petits échantillons, du coup, 20 et 25. Donc, effectivement, on est sur une comparaison de moyenne, du coup, et on a la loi de Student parce qu'on a les petits effectifs. Je pense pas, moi, je crois pas qu'on l'a mis. Si. Ah. Ah. Enregistre pas. Si, attends, attends, je pousse ça. Là. Ouais, ouais. Si, je crois que ça enregistre. Ok. Du coup, pour ce cas-là, afin de vérifier qu'une machine fonctionne bien et qu'elle délivre bien le nombre correct de médicaments par heure, on a pris au hasard un échantillon de 15 gélules. La machine est réglée pour que le vrai réglage soit de 100 avec une variance théorique connue de 25. Donc là, déjà, on voit que l'énoncé nous donne d'autres informations que ce qu'on avait avant. Donc ici, de quoi s'agit-il selon vous? Euh, Alors, on n'est pas sur des répartitions ici, on est sur des comparaisons parce qu'on veut vérifier qu'elle délivre bien. Du coup, on compare euh, hop, le taux qu'elle délivre face au taux qu'on souhaiterait qu'elle délivre. Et effectivement, on est sur un petit échantillon parce qu'il y a 15 gélules. Variance théorique connue, donc on utilise la loi normale. Si elle était inconnue, on utiliserait student. Malgré le fait qu'on soit sur un petit échantillon, comme on nous donne la variance théorique, on est sur la loi normale. Bon, ça, c'était les propriétés du tableau. Elles sont un peu barbares à apprendre, mais bon. Si vous ne savez pas entre student et normal, les items peuvent vous aider à trancher. Vous voyez si les items vous parlent de student ou de normal. euh, ça peut vous aiguiller. Regardez la totalité du QCM, regardez bien les items, regardez l'énoncé, cherchez les mots-clés. Et avec tout ça, vous pouvez réussir à répondre à certains QCM, même si vous ne vous souvenez pas des formules ou quoi. En fonction des autres items, si vous savez qu'ils sont faux, vous pouvez définir les vrais par élimination, en fait. Hop. En fait, si jamais vous ne savez vraiment pas répondre, vous éliminez ce que vous êtes sûr d'éliminer, vous mettez tout le reste vrai. Comme ça, vous êtes sûr de choper au moins quelques points si vous ne savez vraiment pas répondre. Donc là, c'est pour les subdivisions de la comparaison de moyenne. Donc, on voit que ça se subdivise en donc, pour les petits échantillons, si la variance de la population théorique est connue, on utilise la loi normale. Si elle est inconnue, on utilise la loi de Student, comme on a vu. Pour les grands échantillons, du coup, si elle est connue, on utilise la loi normale. Et si elle est... qu'est-ce que je raconte? Population théorique. Et si elle est inconnue, plutôt, pardon, on utilise une estimation de cette variance avec cette formule-là en plus. Encore une formule à apprendre. Hop. Donc, encore une petite situation pour trancher. 10 personnes prises au hasard ont participé au FaceTime. La différence de notes aux écuries observées avant et après le FT a pour caractéristique plus 5 points avec une variance de 5. De quoi s'agit-il? Donc, on est effectivement sur des petits échantillons parce qu'il y a 10 personnes. Alors, c'est une série à parier, effectivement. Alors, qu'est-ce qu'une série à parier? En fait, une série à parier, c'est quand on compare deux choses au sein d'un même groupe ou d'un même individu. Par exemple, si je prends la tension artérielle d'un patient avant un traitement et après un traitement au sein de ce même patient, du coup, j'ai la tension artérielle avant et la tension artérielle après. Donc, et ces deux éléments-là au sein du même individu forment une paire, donc elles sont appariées entre elles. Donc là, pareil, il faut chercher
les mots-clés. Donc, le mot-clé, c'était avant et après. Du coup, si vous voyez les mots-clés avant et après, vous savez que c'est une série à parier au sein d'un même groupe. Donc là, bon, c'était le même groupe. Et voilà. Et quel test on utilise? Student, parce qu'on a un petit échantillon. Hop. Est-ce qu'il y a des questions déjà par rapport à tous ces cas de figure? Ok. Donc, les formules, elles sont invivables. Écoutez, je peux que vous souhaiter bonne chance. Honnêtement, la grande là que vous voyez dans la deuxième ligne, je ne l'ai jamais vue. Enfin, pour le reste, surtout les dernières, elles tombent souvent. Enfin, souvent, ouais, elles tombent relativement régulièrement. Bah, écoutez, je peux rien vous dire de plus à part de les apprendre. Euh, Après, bon, vous pouvez quand même essayer de trancher. Par exemple, moi, je sais que je ne les avais pas toutes apprises, hein. Je faisais par élimination en fonction de ce que je savais, de ce que je ne savais pas. Ce chapitre, il vaut environ 2 questions au concours, hein. C'est 2 questions sur 40 qui seront posées sur ce chapitre-là. Travaillez-le le plus possible. Ouais, parce que ça, c'est. Ouais, Max, ouais, ouais. Parce qu'il y a vraiment des formules qui tombent beaucoup plus souvent que d'autres. Donc celle-là, je pense qu'elle n'est jamais tombée. Celle-là, elle est tombée 2 fois. Il y en a qui tombent vraiment plus que d'autres. Donc, euh, ben voilà, regardez ce qui tombe le plus, regardez ce que le prof aime faire tomber. Encore une fois, travailler les annales de passe, parce que c'est les mêmes cours et les mêmes profs. Donc, vraiment, remontez bien dans les annales de passe. Elles sont valides au moins jusqu'en 2016, hein, je pense. Hop. Et du coup, bon, le petit dernier, il n'y a pas trop de. Pas trop un peu de spoil, puisqu'on sait lequel n'est pas tombé. Donc, on a observé chez 60 patients dépressifs. Donc, oui, pardon, avant que j'arrive à celui-là, toutes ces formules-là, c'était uniquement pour les comparaisons de moyenne. Enfin, c'est pour les comparaisons, les tests de comparaison qu'on a vus tout à l'heure avec une qualitative et une quantitative. Donc, quand on a ces 2 variables-là, on sait déjà qu'on est sur ce type de formule-là. Quand on a 2 variables quantitatives, on sait on est sur le test de corrélation, du coefficient de corrélation. Et quand on est sur les 2 qualitatives, bon, on va le voir après. Hop. Donc, on a observé chez 60 patients dépressifs pris au hasard la présence ou l'absence d'un signe S. On a constaté que 24 d'entre eux sont porteurs du signe. On sait que chez les personnes non malades, la vraie proportion de ceux qui sont présents, de ceux qui présentent le signe S est égale à 30%. Donc là, on est sur quoi? C'est une répartition cette fois. Parce que c'est une répartition parce qu'on demande au sein d'un petit groupe, on extrait encore pour savoir ceux qui ont 30%. Donc, c'est une répartition parce que voilà, ce qui me permet de trancher entre répartition observée et théorique, c'est chez les personnes non malades. Donc, on extrait donc, on a les 60 patients. Ensuite, on cherche encore une sous-catégorie. Donc, c'est chez ceux qui ne sont pas malades. On a encore une sous-catégorie, la proportion de ceux qui présentent le signe S est de 30%. Donc, on est vraiment dans les catégories des catégories. Donc, on répartit en fait, c'est une répartition. Grand échantillon parce que c'est 60. Et on utilise le qui 2 cette fois parce que bah, c'est 2 variables qualitatives. Donc, pour les qui 2, on est sur ces formules-là, comme on les a vues tout à l'heure. L'avantage, c'est qu'elles se ressemblent beaucoup. Elles se ressemblent beaucoup, les formules. Voilà, c'est l'effectif théorique calculé, enfin la valeur du tableau moins l'effectif théorique calculé au carré sur l'effectif théorique. Les formules se ressemblent énormément. Vous savez si vous êtes entre
entre observé ou théorique, ou si vous êtes sur observé seulement. Ça, encore une fois, c'est les mots-clés qui vous permettent de trancher. Et les degrés de liberté, donc c'est K-1, M-1, K-1, et M-1, P-1. Bon, ils utilisent des termes différents, mais c'est pas la même chose. Mais en fonction de ce qui tombe dans l'énoncé, vous arrivez à trancher entre les différentes distributions. Et voilà, on a terminé. Bon, vous doutez que ce chapitre-là mériterait 2 heures à lui tout seul. Donc, associé avec tous les autres chapitres, on n'a pas le temps de tout traiter. Donc, on a vu un squelette de QCM pour le Ki2 de comparaison. Une fois que vous savez résoudre un Ki2 de comparaison, travaillez toutes les annales en lien avec ce Ki2 de comparaison-là. Et vous voyez que c'est toujours la même chose, en fait, tous les items. Voilà, faites le plus d'annales possible. Et aussi, ne négligez pas cette partie-là, parce que les biostats et surtout ces chapitres-là sont énormément oubliés. Et c'est vraiment ce qui peut vous permettre de tirer votre épingle du jeu entre les grands admis notamment. Et voilà. Est-ce qu'il y a des questions globales? On va aller vite. Bon, Anne-Sophie, on a fini. Hop. Vous n'avez pas de questions pour la visio? Sinon, vous pouvez y aller. Merci beaucoup, en tout cas. De rien. J'ai pas trouvé là pour les textes. Pour les sites de gestion. Oula, il y a plein de messages. Là, oui, c'est bon, c'est bon. SM. Si tu avais répondu N alpha pour N-1 égale 9. Alors, attends, fais voir. C'est N alpha pour... oui, c'est ça, c'était le N-1 égale 9, c'est le N alpha. 0,63 et 2,26, bon, ça, j'y ai répondu. Est-ce qu'on peut voir un QCM? On doit calculer P parce que c'est un peu galère. Grand échantillon. Bon, là, il répondait juste au QCM, il n'y a pas de question. Ok, bon, c'est fini. Ça va. Bon, bah, merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Comment est-ce qu'on est